Merci, merci beaucoup, bonjour. That's all I know in French, so now I will continue in English. But we have very good translators here that will translate, and I will try to speak slow and follow my manuscript and follow my slides so that it will be easy for everybody to understand, I hope at least. Thank you so much for having me here. You can see the title of my presentation here, Gendered Recruitment Policies, How Swedish Academia Reached the Highest Proportion of Women Vice Chancellors in Europe. And just an introduction here, we heard about the glass ceiling and that it's not just one explanation to women, the lack of women in high positions. There are a lot of different explanations to that, and there are not one explanation to how women break the glass ceiling either, as I will explain. I will look into different factors that can improve women's position in organizations, in academic organizations, and how women in Swedish academia has broken the glass ceiling. So in my research, I focus on the very top position in higher education, the position of head of institution. It's something we in Sweden call vice chancellor. And I think you here in France, you talk about president, university president. But whatever you call this top position, globally, it's a male-dominated position. So let me start with looking at some available statistics about this position. The women heads of universities. The SHE figures that we heard about yesterday is a very good source of statistics. It shows that the 27 countries in the European Union have an average of 10% women head of institutions. In some European countries, such as Denmark and Hungary, there are no women heading the universities. This was in 2010. It might have changed now. I don't have the very recent statistics. The proportion of women was also very low, that is not over 7%, in countries such as Germany and the Netherlands. France have around between 10 and 13%, depending on exactly which institutions you include in these statistics. We have heard yesterday, we heard 10, and now we've also heard, before the break, we heard around 12.6%. But generally also outside of the European Union, in the countries outside of Europe, the proportion of women in this position is likewise very low. Australia can be mentioned with 18% women vice chancellors, South Africa with 17%, and the US with 26% women university presidents in 2011. This statistics from 2011. Similar patterns are visible all over the world. For example, in 70% of the Commonwealth countries, 53 countries all over the world, all universities were led by men in 2011. If we look at the top of the European statistics, we've looked at the bottom in the statistics, we find the Nordic countries. We find Norway, Finland, Iceland, and then at the very top, Sweden, with 43% women vice chancellors. And this is, as I said, from SHE figures 2012, so it's statistics gathered in 2010. But let us look at the most current statistics concerning vice chancellor position in Sweden. And that's my own research, based on 29 of the largest higher education institutions in Sweden. Sorry about that. My latest statistic shows that in the year 1990, 92% of the vice chancellors were men. However, today, as you can see in 2015,
women are actually in majority, with 57% of the vice chancellors being women. So what can explain this increase of women vice chancellors in Sweden, and why do we in Sweden have so many women in this position? What I'm focusing on in my research right now is trying to understand and explain what has contributed to this increase of women vice chancellors. And I'm doing this through interviews and document studies. As I see it, there are several different aspects that contribute to explaining the increase of women and explaining how these women have been able to break the glass ceiling. And I will mention 5 of the most important of these contributing factors here today. The Swedish Higher Education Ordinance, a women's network, new skills requirements, the glass cliff, and finally the importance of pioneers. And I will get into all of these explanations more in detail now. One of the most important drivers of change helping women break the glass ceiling, I think, is the government initiative in Sweden. In 2002, a new paragraph was added to the Swedish Higher Education Ordinance. This ordinance is something that regulates the governance and management of the Swedish higher education system. And the paragraph that was added in 2002 concerned the appointment procedures of vice chancellor. And this paragraph reads, you see it here, I have it word by word. In the process of proposing a vice chancellor, the Board of Governors, or the University Board, shall as far as possible consider both female and male candidates. The Board of Governors shall account to the Swedish government for the way in which the gender equality aspect has been taken into account. So this was the new paragraph that was added. And also, if not being able to account for this, what is asked for here, the higher education institution risks a reprimand, and in worst case scenario, they can be forced to reopen the selection process in order to also include women in this recruitment of vice chancellors. I have studied the documents written by the higher education institutions to the Swedish government, where these institutions have described how they have recruited vice chancellors and how they have taken gender equality into account. And I've tried to compare this recruitment process that they describe with how recruitment was managed before 2002, before this new paragraph was added. So these documents illustrate how the new paragraph has had a profound influence over the practices and processes used when vice chancellors are recruited in Swedish higher education. So how is gender equality taken into account in the recruitment of vice chancellors today, after 2002? Well, what has changed is, for example, that the institutions, the universities, there is an increased gender awareness, which is visible, for example, in that they make an effort to put together gender-balanced recruitment committees. And they also involve gender equality committees in their university that work to promote gender equality. Also this kind of gender sensitivity or gender awareness in the institutions, it's also emphasized, or it's visible in the recruitment profiles, where
the higher education institutions, they look for gender awareness as a skill set in the vice chancellor that they want to recruit. So being gender aware or having worked with gender equality issues before is part of the skills of this ideal vice chancellor that the universities want to recruit. Also, what we can see today is that it's become more and more common for the universities to use external recruitment consultants in this kind of recruitment process. And these external consultants are specifically given the assignment to use strategies to find women candidates specifically. Because what we often hear is that women are not part of elections, for example. There are no women candidates because there are no women that are interested in the position or are competent enough. We know that's not true. Maybe you just need other search strategies to find these very, very competent women. And one way to find these women is to use experts in recruitment that know how to find and approach candidates. Also, the new paragraph added to the Higher Education Ordinance has also changed the recruitment of vice chancellors in two more ways that probably have had positive influence on the recruitment of more women. It has increased the documentation, the formalization, and the transparency in the recruitment process. Just, for example, what I'm talking about now, these documents that they have to send to the Swedish government, that increases the transparency. And that's something that previous research has pointed out as something very important that benefits women in these kind of elections or recruitment processes. Also that there is a more scientific approach to official recruitment profiles. They have become more and more detailed, the recruitment profiles that they use to recruit the vice chancellors. It's a more scientific approach to recruitment based on management and leadership studies. And this goes hand in hand with increased influence of managerialism and decreased collegialism in the university world. You no longer just choose among your colleagues, and you want to find the best manager, the best leader that has leadership skills. So this was one of the most important factors, as I said, that have influenced the recruitment of more women. I'll now continue to tell you more about these other aspects that I see has influenced the recruitment of women. We also have in Sweden a women's network. There has been a national network that has encouraged and supported women academics to pursue a management career in higher education. The Association of Swedish Higher Education coordinated this so-called IDAS network from 2000 to 2007. The aim was to encourage more women to put themselves forward as candidates in elections for vice chancellors and dean in Swedish higher education. And this network arranged seminars and all over Sweden to encourage women. And it was a network that became very popular. Almost 70 women participated in it. I will go through the next slides pretty fast. I just want to mention them a little more in detail, these aspects that I started with mentioning that have been very important. Also the new skills requirements. What do we look for when we look for a new vice chancellor? I've looked at recruitment profiles during 20 years, and I've found some differences here, how they have changed during 20 years. And I've also looked at different recruitment profiles at universities that have hired women vice chancellors or men vice chancellors.
The conclusion is that if you have a recruitment profile that describes the ideal vice chancellor in terms of having a technical background, being decisive, being an entrepreneur, be a powerful representative, be driven, then you will recruit a man as a vice chancellor. However, if you use a recruitment profile that emphasizes creating trust, being a good listener, creating a good work environment, having worked with gender equality, being a modern organization, that the organization describes themselves as a modern university, that want a vice chancellor that is inspirational and can infuse enthusiasm in its employees, then you will recruit a woman. I've also done research on the glass cliff, and that might be something that also explains why there are so many women vice chancellors in Sweden, because these positions, these top positions, have changed character the last years. It's not longer just a position that's about representation, a very prestigious position. It's a lot of hard work to be a vice chancellor today, and it involves a lot of administrative work, for example. And this is something the women I've interviewed in vice chancellor positions themselves use as an explanation when I ask, why did you become a vice chancellor? Where they say, I quote them now, they say, well, men aren't interested in these positions anymore because it's too much hard work. And another woman, she said, well, it's no longer a position of being the king of the university. It's a position of being a serf, of serving. I also just want to mention the importance these women have had that have become vice chancellors, the first women that became vice chancellors in the 1990s, in the beginning of the 2000s. They were pioneers, and they acted as change agents to encourage other women to become deans or pro-vice chancellors, vice presidents. And it was also a woman who started the network that I mentioned before, a woman vice chancellor that initiated this. So, just the summary and the conclusions that there is not just one explanation to why so many women are vice chancellors in Sweden, but it's a complex process with several different explaining factors. And I hope you found this presentation interesting, also maybe for France, and something you can relate to. Can these factors be important drivers of change also here in the future? Let's hope, maybe. Thank you so much. I know my time is up. Merci beaucoup pour cette communication très intéressante sur la Suède. Peut-être c'est un bel avenir pour nous, espérons-le. Nous enchaînons immédiatement sur la communication de Sophie Lenry, qui est sociologue du pôle égalité hommes-femmes à l'université Paris Diderot. La parole est à vous pour 20 minutes, petites 20 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler des normes de réussite universitaire et du coup ça s'inscrit assez dans la continuité de ce qui vient d'être dit par Hélène Peterson. Alors je vais vous parler à partir de plusieurs enquêtes à laquelle j'ai pu participer. Alors tout d'abord une enquête menée en 2005-2006 sur les enseignants-chercheurs en physique, biologie et mathématiques. Nous avions interviewé une quarantaine d'enseignants-chercheurs dans une équipe du CEDREF composée de Claude Zeinman, Dominique Fougerolas et Nicole Chartier. Et nous avions reçu pour cela un financement conjoint du Fonds social européen, du ministère de l'Enseignement et de la Recherche et de l'Université Paris 7. Et ce projet s'intitulait de manière extrêmement synthétique « Fédérer les composantes de l'université autour de la réflexion et de l'action concernant l'égalité entre hommes et femmes et la promotion de l'accès des femmes aux carrières scientifiques ». Nous nous étions donc intéressés à l'époque à ces carrières de femmes dans des filières scientifiques. C'est ce que disait tout à l'heure Catherine Marie, hein, c'était un axe de réflexion très, très européen, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc nous avions fait une étude qualitative basée sur des entretiens
qui nous avait permis de mettre en avant l'existence de représentations genrées, productrices d'inégalités et la mise en lumière de stéréotypes sexués très marqués. Et puis, on avait aussi parallèlement fait une vingtaine d'entretiens exploratoires auprès de femmes ayant ou ayant eu des responsabilités importantes depuis 1970 à l'université Paris 7, qui est devenue Paris Diderot. Entretien exploratoire, mais qu'on n'avait pas eu le temps d'analyser, ce qui a été fait beaucoup plus tard, en 2012, peu après la création du pôle égalité femmes-hommes, qui a permis d'analyser ces questions, enfin, c'est pas ces questionnaires, ces entretiens qualitatifs approfondis. Une autre enquête que je ne vais quasiment pas évoquer, mais pour dire qu'elle existe, c'est une enquête que j'ai menée l'année dernière sur les personnels administratifs de l'université et qui amène des choses intéressantes. J'en parlerai rapidement en conclusion, mais on aura peut-être un petit peu de temps pour en parler par la suite. Et enfin, une enquête que nous menons actuellement à Paris Diderot sur la conciliation vie professionnelle, vie privée chez les enseignants-chercheurs, nos cibles étant encore une fois, les enseignants-chercheurs en physique et en sciences du vivant, mais donc ça c'est un petit peu des directives européennes, mais on a aussi choisi de les comparer avec l'UFR d'études anglophones de l'université, ce qui nous permet de diversifier un petit peu nos objectifs. Donc, rapidement, voilà, cette deuxième enquête, je dois le dire aussi, fait partie du projet européen Trigger, dans lequel nous sommes engagés à Paris 7. Donc les parcours des femmes rencontrées lors de la première enquête ont été appréhendés à partir du concept de carrière tel qu'il avait été défini par Howard Becker quand il parle des carrières déviantes, soit comme une suite des passages d'une position à une autre qui prend en compte la série d'événements et de circonstances qui affectent les trajectoires. Donc l'approche compréhensive que nous avions adoptée nous a permis de mettre en lumière à la fois la perception que les femmes et les hommes ont de leur parcours et le discours qu'elles tiennent sur l'accès des femmes en général au plus haut niveau de la recherche. Nous avons pu ainsi dégager des obstacles, objectifs ou ressentis, qu'elles ont rencontrés tout au long de leur parcours et la manière dont elles les ont ou non dépassés. En outre, cette démarche a l'avantage de faire apparaître la manière dont se construit la figure du chercheur et la mise au jour de ces représentations va nous inciter à percevoir les inégalités de sexe non pas seulement comme étant le fruit d'une socialisation sexuée primaire réalisée en amont et sur lesquelles on ne pourrait plus agir, mais comme étant aussi produite et reproduite par l'institution universitaire à travers l'édiction de certaines normes, plus ou moins formelles, qui contribuent à la construction et au renforcement des identités sexuées. Donc, très rapidement, je vais vous présenter, vraiment brièvement, les parcours des femmes interviewées pour en venir par la suite plus à ces constructions de normes qui président donc aux carrières. Donc, l'analyse attentive des propos des personnes interviewées au cours de la première enquête a fait apparaître deux éléments concernant la prise en compte par les enseignants-chercheurs des discriminations de sexe à l'université. Premièrement, il n'y aurait pas de discrimination liée à l'institution. Et deuxièmement, c'est vrai, il existe des individus sexistes, mais qui seraient des spécimens en voie d'extinction. Donc, tout d'abord se dégage l'idée qui a déjà été observée dans d'autres recherches, notamment par Catherine Marie et Irène Jonas, l'idée que l'université et la science seraient des mondes neutres où il n'y a pas d'inégalité. Les nominations et promotions s'appuient sur des principes méritocratiques, donc toutes celles et ceux qui sont suffisamment brillants ont la possibilité d'atteindre les postes les plus prestigieux, quel que soit leur sexe ou quelles que soient leurs origines. Et cet argument s'appuie souvent par la mise en avant d'une ou deux femmes emblématiques qui ont réussi en dépit de leur sexe et parfois aussi en dépit de leurs origines sociales. La disparition progressive des femmes à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie des postes, fait majoritairement reconnu aujourd'hui, s'appuierait donc sur un manque de volonté des femmes et sur les éventuelles charges familiales qui pèsent sur elles. Or, cette neutralité scientifique, comme le montre Elsa Dorlin, n'est qu'une posture politique, et c'est d'ailleurs ce que s'efforce de faire apparaître les épistémologies féministes. Donc, les recherches sur les origines sociales des enseignants-chercheurs
je le rappelle, hein, et ça a été dit tout à l'heure, montrent qu'ils et elles sont principalement issus des classes favorisées de la population. 36% d'entre elles et eux ont un père qui est ou a été cadre ou a exercé une profession libérale ou une profession intellectuelle supérieure, sachant que ce n'est le cas que pour 9% de la population active française globale. Donc, bien sûr, l'accès à des positions prestigieuses est bien entendu conditionné par l'origine sociale. Donc, les femmes que nous avons rencontrées ont pour la plupart des origines sociales plutôt favorisées, ce qu'elles ne disent pas parce que généralement quand on est dans des positions plutôt favorables, on ne le remarque pas. Par contre, celles qui n'ont pas des positions, qui n'avaient pas des origines sociales favorables en font état. Et elles disent d'ailleurs souvent qu'elles ont eu, donc certes parfois des parents occupant des professions prestigieuses, mais aussi être venues parfois de milieux modestes, avec une mère élevant seule ses enfants, et ça c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Et donc si l'hypothèse du garçon manquant ici n'était pas effective, on peut en revanche peut-être invoquer une idée du père manquant ou défaillant qui aurait pu avoir un impact, mais cette manière de se présenter aussi est tout à fait genrée, puisque le fait de dire qu'on est parvenu à ces positions parce qu'on a pris un peu la position du père ou du frère est une manière tout à fait genrée de se présenter. Et puis, autre chose qui a été dit hier sur le parcours des pionnières par Agnès Fine, il y a aussi eu l'idée de ces carrières un peu, non pas marginales, mais en tout cas, les thématiques de recherche étaient parfois un peu marginales, ce qui leur a permis de s'imposer là où il y avait peu ou moins de concurrence. Donc ensuite, certaines disent que oui, il y a un certain nombre d'irréductibles, en l'occurrence des hommes, qui auraient des difficultés à accepter la présence des femmes sur des postes importants. Le problème se situerait donc au niveau des personnes, de certaines mentalités jugées comme étant archaïques et non de l'institution, et à sa manière de sélectionner les individus. Pourtant, certaines femmes expriment le vécu d'un manque de reconnaissance ou d'une mise en doute de leurs capacités scientifiques, vécu qu'on n'a pas retrouvé chez les hommes en tout cas. Ce scepticisme quant aux compétences des femmes apparaît dans les entretiens à travers l'évocation très implicite de 3 modèles de femmes qui ont bien été décrits par Marlène Kakuo, à savoir la mère, la courtisane et la vieille fille, et qui vont produire un certain nombre d'attentes de la part de l'entourage professionnel et fonctionner comme une sorte d'assignation à respecter, une catégorie particulière. Donc tout d'abord, les femmes, peu importe leur fonction, sont sans cesse ramenées à l'univers privé. Leur éventuelle maternité reste apparemment un fait qui, aux yeux de leurs collègues, handicape leur carrière, mais au-delà de ça, leur vie privée est toujours mise en question. On demande fréquemment aux femmes enseignantes-chercheuses comment elles font pour gérer à la fois leurs éventuels enfants et leur carrière scientifique. On s'assure qu'elles pourront honorer leurs heures de présence au laboratoire ou en départ à l'étranger. Elles sont toujours ramenées donc à ce supposé handicap que représenterait la maternité, alors que bien sûr ce n'est pas du tout une question qu'on pose aux hommes. Et cette situation ne se limite pas aux enseignants-chercheurs, puisque dans l'enquête sur les personnels administratifs, nombreux d'entre elles et eux disaient qu'on leur avait posé des questions au moment de leur entretien d'embauche ou du concours sur leur situation familiale. Les hommes ne le disent absolument pas. Ça va être très dur. Donc, ensuite, les femmes aussi relatent les nombreuses fois. Leurs collègues viennent leur parler de leurs soucis d'ordre privé, hein, ce que les hommes ne disent pas. Et puis, les femmes sont parfois perçues comme étant de potentielles séductrices, conscientes ou non, donc manipulatrices ou ingénues. Et les propos évoqués se rapportent alors au manque de crédibilité des femmes considérées comme étant trop féminines, de par leurs atouts ou leurs attitudes, et aux soupçons de promotion canapé. Plusieurs femmes font état des remarques déplacées sur leur apparence physique ou des rumeurs déplaisantes associant leur réussite à d'autres qualités que la qualité scientifique de leur travail. Crainte qu'on va retrouver également d'ailleurs chez les personnels administratifs. Donc se dessine bien sûr la question du harcèlement sexuel, thématique sur laquelle l'institution a bien du mal à se pencher. Si les femmes sont soupçonnées d'accéder à certaines positions grâce à leur pouvoir de séduction, c'est qu'il y aurait en face des hommes qui seraient capables d'attribuer certains postes en réponse à des faveurs sexuelles et qui de surcroît en auraient le pouvoir. Et puis la troisième figure, c'est celle de la vieille fille, à qui on attribue des traits masculins. Une de ses principales caractéristiques serait qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'elle en ait ou non d'ailleurs.
Une des professeurs interrogées raconte que lorsqu'elle se plaint d'avoir beaucoup de travail, un de ses collègues lui répond « Mais tu n'as que ça à faire, tu n'as personne dont tu es à t'occuper, tu n'as pas d'enfant, donc tu n'as vraiment que ça à faire. » Donc cette injonction semble bien avoir été intériorisée, puisqu'il apparaît dans l'enquête actuelle que les femmes sans enfants sont celles qui déclarent travailler le plus en termes de volume horaire. Donc cette figure de la vieille fille fait apparaître les normes nécessaires pour réussir. Donc, j'ai plus que 5 minutes pour en parler. Donc, il y a 3 normes principales dont on a déjà parlé au cours de la précédente journée. La norme d'autorité, la norme d'ambition et la norme de disponibilité. Donc, tout d'abord, les femmes que nous avons rencontrées se sentent obligées de parler de leur caractère. Elles se définissent ou elles sont définies comme des femmes à poigne, des battantes, très autoritaires, ayant une forte personnalité, voire un instinct de tueur. Donc là, c'est des citations. Elles pensent qu'il faut faire un peu peur pour être respectées. Mais, alors, il y a toujours, c'est là qu'on voit l'implication du genre, il y a toujours une transgression aussi des normes de genre. Par exemple, il y en a une qui dit « Lorsque je fais preuve d'autorité ou que je m'exprime avec véhémence, j'encours comme toute femme aussitôt le reproche d'être hystérique. » Donc il y a toujours un rappel à l'ordre. Et puis d'autres disent qu'en tant que femme, elles ont toujours souri, toujours beaucoup ri, et c'était tout à fait acceptable de la part d'une femme. Il y en a une qui dit « J'allais dire, à la limite, on ne se méfiait pas de moi. Les gens se disaient, c'est une gentille petite évaporée, on va lui expliquer la vie. » Donc il y a aussi une naturalisation des qualités de la part des hommes, mais aussi des femmes. Et puis la norme d'ambition. Alors la norme d'autorité, la norme d'ambition comme la norme d'autorité ne sont pas vraiment abordées en tant que telles, puisque la carrière se doit de reposer sur l'excellence scientifique et non sur la volonté de se promouvoir. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'expliquer la moindre progression des femmes dans les carrières académiques, un des arguments avancés est leur manque d'ambition. Elles sont moins carriéristes, moins attirées par le pouvoir, moins ambitieuses, ne se voient pas devenir prof, et on voit qu'elles sont toujours plus ou moins. C'est-à-dire que les hommes, ils ne sont pas définis comme étant plus ou moins. Dans les carrières académiques, ils sont. Les femmes, elles sont toujours plus ou moins quelque chose. Et puis... donc, il est souvent nécessaire d'être pugnace, persévérant pour obtenir un poste à l'université, comme chacune et chacun le sait, et encore plus pour devenir professeur. Or, les femmes sont présentées et se présentent comme œuvrant pour la collectivité. Hein, c'est ce qui a été dit d'ailleurs hier par le président de Paris 3 qui a dit qu'elles œuvraient pour le bien commun de l'université. Et il y a également la question de... les activités administratives rentables ou non. Hein, dans l'enquête que je suis en train de mener actuellement, on voit bien que les hommes ont plus les fonctions électives et les fonctions scientifiques, et les femmes plus les fonctions administratives non électives. Et enfin, la disponibilité qui n'est pas, donc la troisième norme, mais pas la moindre, puisqu'elle va de pair avec l'idée d'exercer un métier passion pour lequel on n'économiserait ni son temps, ni son énergie, qui impliquerait d'accepter toutes les sollicitations qui en résultent. Une passion donc qui serait incompatible avec l'idée de fonder une famille ou d'avoir toute autre activité considérée comme étant chronophage. Donc ce lien avec la maternité des femmes est fait systématiquement. Dans la première enquête, volontairement, nous n'avions pas posé la question de est-ce que vous avez des enfants, pas d'enfants, mais pour les femmes, ça revient systématiquement sur le tapis, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Et la quasi-totalité des personnes qui sont interrogées dans l'enquête donc sur la conciliation vie professionnelle, vie privée, disent qu'effectivement, elles ont changé, ils et elles ont changé leurs habitudes de travail depuis qu'ils sont parents. Ce n'est pas un phénomène qui est uniquement féminin, même si je suis loin de nier la répartition inégalitaire des tâches entre les hommes et les femmes. En revanche, et ça c'est ce qui est intéressant, les enseignants-chercheurs ont toujours tendance à surévaluer l'impact négatif des enfants sur les carrières. 65% pensent qu'avoir un enfant aura un impact négatif sur les carrières des enseignants-chercheurs, alors que seulement 58% d'entre eux disent avoir vécu un impact négatif. Et seulement parmi eux, 30% seulement disent que ça a eu un impact négatif de manière définitive. Les autres disent que ça a été temporaire. Cette différence tient principalement au fait que les hommes disent moins avoir subi cet effet qu'ils ne l'imaginaient en général sur leur carrière. Autrement dit, on peut imaginer qu'ils anticipent cet impact négatif pour les femmes et non pour eux.
Donc je passe, il faudrait que je conclue sur les femmes. Il y a une enseignante chercheuse, par exemple, qui dit qu'elle n'a pas eu d'enfant, que c'était un choix de carrière. Alors bien sûr, on peut penser que c'est quelque chose qui est dit a posteriori, mais elle dit, quand il y a un bébé, ça pose problème. Elle est moins disponible pour son travail. Si elles n'ont pas d'enfant et pas de mari, elles peuvent mener la même vie qu'un homme. Et voilà, là, on s'y retrouve bien. Voilà. Donc, la mise en lumière de ces normes fait apparaître la construction genrée des carrières académiques. Ces normes que nous venons d'évoquer sont la plupart du temps implicites. Il est intéressant de noter qu'elles ne sont pas intrinsèquement responsables des inégalités dans la mesure où elles correspondent à des caractéristiques qui ne sont justement pas sexuées en tant que telles. En revanche, il apparaît que l'étalon de référence, lui, est bien sexué puisque, comme je viens de le montrer, les normes n'apparaissent que lorsqu'on évoque les femmes et la manière dont elles les incorporent ou non. La question de la transgression des normes de genre est également très présente pour celles qui acceptent de se conformer aux normes de réussite. Ces normes, donc censées ne pas être sexuées, bien qu'étant profondément marquées par des stéréotypes de sexe, contribuent à la perpétuation d'un environnement non favorable aux femmes. Il n'est pas, à mon sens, seulement question de faire en sorte que les femmes aient de l'ambition ou de les rendre plus disponibles pour améliorer le ratio femmes-hommes au plus haut niveau, mais plutôt d'amener l'institution à s'interroger sur la manière dont elle pourrait proposer un autre modèle de réussite, moins excluant pour les femmes et de manière générale plus adapté aux contraintes et aux plaisirs extra-professionnels, puisque quand même, il faut le rappeler, ça peut être aussi très sympathique d'avoir des enfants, d'aller boire des coups ou de partir en week-end avec des amis. J'en profite pour dire un mot donc, sur les carrières des personnels administratifs. Il apparaît que les avantages des métiers semblent être totalement opposés aux règles de réussite qui président à la carrière des enseignants-chercheurs. En effet, ces carrières sont souvent des carrières par défaut, pour lesquelles aucun plan n'a été réalisé au départ. Ensuite, nombreux sont celles et ceux qui disent avoir choisi ce type de profession pour avoir des horaires compatibles avec la vie de famille. Enfin, plusieurs personnes interrogées expliquent la plus forte présence des femmes dans ces métiers par la nécessaire diplomatie, si ce n'est soumission, dont il faudrait faire preuve pour s'adapter au milieu et aux exigences des universitaires. Ce constat pourrait conduire à des pistes de réflexion intéressantes sur les différentes formes de rapports de pouvoir à l'université. Donc, vraiment le dernier mot que je dis, les normes d'ambition, la disponibilité, la confiance en soi dont doivent faire preuve les candidats à l'excellence ne cessent malheureusement d'être réaffirmées et les pressions actuelles liées au manque de postes et de moyens semblent peu propices à un changement de modèle. Voilà, je vous remercie et je m'excuse d'avoir été un peu long.